Alors, bienvenue à tous, encore une fois, ravi de vous avoir pour notre réunion aujourd'hui et j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous nous entendez bien. Et donc nous allons parler de tout ce qui concerne le Centre de recherche pour le développement international et en particulier les partenariats avec le Canada et donc la CRDI au niveau de tout ce qui concerne les objectifs dont nous allons donc parler aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui concerne en fait les rôles de l'intermédiation dans l'adaptation locale, hein, avec l'intervention de bailleurs de fonds, d'animateurs et de communicateurs. Alors, donc, évidemment, nous avons différentes organisations qui travaillent avec nous, qui sont actives dans 19 pays, et y compris dans différentes zones dans le monde, le sud-est de l'Asie, par exemple. Et donc, nous avons pas mal d'initiatives, hein. Donc, en fait, c'est le premier webinaire de toute une série qui va être dédiée à ce thème, hein, justement. Et nous allons, encore une fois, parler de tous ces aspects qui concernent donc le bailleur de fonds, les animateurs, communicateurs et le rôle des intermédiaires dans l'adaptation locale. Alors, justement, nous allons parler de cela, c'est-à-dire l'adaptation locale. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Alors, je dirais que peut-être le point de départ, c'est très simple, c'est-à-dire les personnes, les communautés sont aux premières files, si je peux dire, du changement climatique. Ce sont ces personnes qui doivent trouver des solutions, qui doivent adapter les besoins, les aspirations des peuples, des personnes, et ces communautés aussi tendent à être exclus des processus décisionnaires, justement. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin de financement, on a besoin de technologie, on a besoin de tous ces aspects, finalement, pour pouvoir trouver des solutions d'adaptation nécessaires. Et voilà pourquoi c'est fondamental de pouvoir interagir avec les acteurs locaux et aux différents niveaux également. Alors, il faut avoir aussi des financements sur le long terme, hein, qui peuvent s'adapter justement aux conditions liées au changement climatique. Et donc, il s'agit de voir aussi comment le passage de pouvoir peut se passer. Alors, bien sûr, on peut avoir des organisations intermédiaires, on peut avoir toute une série d'acteurs, d'intermédiaires qui peuvent jouer un rôle de facilitateur, somme toute, par rapport à ce dialogue, à cette communication. Et encore une fois, ce sont des rôles en changement. On doit s'adapter de cela. Alors, il y a aussi toute une série donc de figures comme tout ce qui concerne les médiateurs de connaissances, hein. Eh bien, ils ont beaucoup de connaissances, bien sûr, mais on ne parle pas que de connaissances. On parle de relations, on parle de toute une série d'aspects, si vous voulez, que ces médiateurs créent. Ils vont créer des connexions entre les personnes, entre les différents niveaux, si vous voulez, de communication. Alors, voilà pourquoi nous sommes en faveur de cela, de ces acteurs qui sont des médiateurs de connaissances, qui, qui permettent de créer toute une série d'adaptations dans la société qui sont tout à fait nécessaires pour aller de l'avant. Donc il faut voir un petit peu quels sont les rôles que jouent les organisations justement par rapport à cela. Et donc ce sont les thèmes dont nous allons parler aujourd'hui et dans les prochains webinaires. Alors je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui nos panélistes d'exception qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez la possibilité donc non seulement de choisir votre langue, mais aussi de voir la présentation en plein écran en cliquant en haut à droite. Euh, alors, disais-je, je vais vous introduire nos panélistes d'exception aujourd'hui. Nous avons Johannes Satella, qui est directeur exécutif de l'Africa Research and Impact Network. Et donc, il s'agit de voir toute une série d'enquêtes, d'études qui sont faites, hein, en Afrique par rapport justement aux actions de reporting, de mesures qui sont faites par rapport aux besoins d'adaptation, d'inclusion, justement, et aux priorités qui sont trouvées. Et donc, cela est très important. Johannes est aussi bien le co-modérateur avec moi. C'est un plaisir, hein, de pouvoir partager avec lui ce rôle. Ensuite, nous avons Suzanne Andoudou, qui est directrice de l'African Center for Trade and Development. Et donc, elle est aussi l'une des
principales actrices de tout ce qui concerne la résilience dans le cadre des communautés, comment construire cette résilience, comment, donc dans le cas de l'Ouganda, mais pas que, merci Suzanne. Maintenant, nous avons Guy Rudolph, hein, qui est le coordinateur technique pour l'Afrique, hein, donc CDKN, hein, et en fait, CDKN permettent de financer l'adaptation pour justement, comment dirais-je, s'adapter au changement climatique, hein, et donner la voix aux populations locales, aux acteurs locaux. Et enfin, et pas des moindres, Nicolas Ozor, le directeur exécutif de l'Africa Technology and Policy Studies, et donc il est également l'un des principaux acteurs pour l'étude de tout ce qui concerne les prévisions de ces systèmes, justement par rapport à l'adaptation de la médiation des connaissances, hein, et y compris par rapport dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Johannes, Suzanne, Guy et Nicolas, bienvenue, ravis de vous avoir avec nous, et nous allons tout d'abord donner la parole à Guy qui va nous parler de ses activités, de comment il a obtenu des financements pour tout ce qui concerne ses projets. Et Guy, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. C'était très utile d'avoir cette petite introduction. Et en fait, je suis ravie d'être ici et aussi bien entourée, je dirais. Alors, je vais vous présenter, euh, comment dirais-je, donc notre perspective, hein, dans le cadre du CDKN, hein, et déjà tout ce qui concerne les aspects principaux liés à deux questions principalement. Tout d'abord, comment pouvons-nous aider l'adaptation locale? Et nous avons évidemment toute une série d'actions que nous avons lancées l'année dernière. Et deuxièmement, quelles sont les priorités au niveau local et comment finalement, eh bien voilà, on s'adapte à cela. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. En 2023, CDKN a lancé toute une série de projets qui peuvent aider les communautés locales en Afrique. L'idée, c'était pour chaque organisation qui n'avait pas été, comment dirais-je, mise en exergue avant de pouvoir voilà, avoir un rôle. Donc on parle de communauté, on parle aussi de tout ce qui concerne ces acteurs locaux. On le verra plus tard. Ce sont des objectifs très importants qui sont tous reliés finalement les uns aux autres, hein. Alors, en fait, nous voulons eh bien, permettre ici de vous présenter les critères de nos travaux avec toute une série de documentations qui sont importants par rapport bien sûr aux documents financiers, mais et le tout est fait en français et en anglais de façon à voilà à mettre bien à expliquer le tout clairement. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, encore une fois, heu, relever le défi de tout cela, y compris parce que nous avons toute une série de participants. Et donc, si on veut vraiment toucher les populations, il faut, y compris donc comme je disais, voilà, avoir les ressources nécessaires et donc toucher, les personnes francophones ou anglophones et donc dans notre cas les 2. Et alors, ici, on a reçu toute une série de demandes selon les différents pays. 900 villages ont pu obtenir d'ailleurs ces financements. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu notre site web, eh bien, vous pourrez voir ce que nous faisons. Et c'est vrai que, voilà, au niveau global, hein, eh bien, on réussit à, comment dirais-je, atteindre ces populations. Et puis, on est ravis d'avoir aussi cet objectif important. Et donc, on a toute une série de concepts qui sont donc menés à bien, et ce, sur une période de 8 mois, avec une coordination, des débats, des dialogues qui sont créés et qui ne sont pas forcément évidents, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc là, par exemple, on voit eh bien, la demande du Kenya. Et puis, par exemple, on a d'autres pays d'Afrique. En fait,
on veut être présent, si vous voulez, dans différents endroits. Et donc, peut-être qu'au niveau de l'Est de l'Afrique, il y a beaucoup plus d'ONG qui sont déjà présents sur le pays, dans le pays. Et voilà, donc, diapo suivante, hein. Alors ici, en fait, quel type d'organisation ont demandé ces financements? Alors, vous voyez beaucoup d'ONG locales, hein, et il y a des intermédiaires qui existent déjà au niveau local, comme on le voit. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est de définir ces ONG, travailler dans le cadre des coopératives, donc CBO, et euh, regarder aussi, bon, c'est évidemment la majorité, et donc, il faut se référer aux contextes locaux. Il y a aussi une option d'avoir des acteurs qui, qui proviennent donc d'ailleurs. Et voilà, donc c'est intéressant en tout cas de, comment dirais-je, répondre aussi à vos questions dans la session de questions-réponses si évidemment vous souhaitez plus d'informations sur ces graphes. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la plupart du temps? Beaucoup de tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation qui est résiliente. Et donc, ceci est vraiment fondamental, de même que les communautés locales impliquées dans la gestion des forêts, de l'eau, la sensibilisation au climat, dans les écoles, l'esprit d'entreprise, tout ce qui concerne la durabilité au niveau des traditions locales, de la cuisine, mais aussi de le recyclage des déchets. Ensuite, par rapport aux approches, on a le renforcement des capacités, donc pour tout ce qui est de l'agriculture, les activités de restauration, conservation, les moyens de subsistance hein, ruraux. Alors, voilà, il y a des bruits de fond là qui proviennent de la salle probablement où est situé Guy. Oui, parce que le son n'est pas très clair, en effet. Alors, donc, qu'est-ce que nous n'avons pas vu en revanche? Alors, pas beaucoup de priorité à la finance. Tout ce qui concerne aussi, eh bien, la focalisation sur l'aspect urbain. Et d'ailleurs, c'est peut-être lié au fait que au niveau urbain, voilà, il y a d'autres peut-être priorités. Et aussi tout ce qui concerne l'aspect, donc la priorité en fait donnée aux femmes. Donc cela n'a pas été vraiment vu, c'était pas si surprenant que ça, somme toute. Ensuite, nous avons réalisé 5 projets principalement, et d'ailleurs on pourra en parler un petit peu dans la messagerie si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Donc Mozambique, Kenya, Sud-Soudan et voilà, donc on a pu travailler dans ce cadre. Donc il y avait encore des intermédiaires sur le terrain, des ONG qui ont participé à ces projets. Et je voulais parler de quelques points, le rôle de tout ce qui est comment dirais-je? Oui, le rôle que l'on joue sur le terrain, quelles sont les ressources que nous pouvons développer. Et tout ce qui concerne également la coordination globale que nous avons vue. Et puis, voilà, toujours dans le cadre des financements, les mécanismes qui sont présents. Et enfin, comment finalement améliorer ces processus de financement. Et donc, voilà, il faut aussi trouver des ressources localement. Bon, ça c'est également important. Merci beaucoup. Très bien.
merci, du d'avoir partagé, eh bien, cela, d'où, comment dirais-je? Les contenus de vos projets, comment ils pouvaient toucher les populations et surtout quels défis pouvaient-ils relever, localement? Et voilà, je pense que c'est fondamental aussi de voir dans le cadre de la CRDI, eh bien, comment on peut, parler de ces thèmes. Alors, si vous avez des questions pour Guy, n'hésitez pas à, les insérer dans la messagerie et nous pourrons y répondre tout à l'heure. Voilà, à la fin des présentations. Parfait. Alors maintenant, je vais passer la parole à Suzanne. Eh bien, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai travaillé avec une ONG et comme le disait Guy, justement, il y a la possibilité de justement collaborer avec ces ONG, sur le terrain et d'après mon expérience et en particulier, les changements, qui ont lieu dans le cadre de cette initiative et pour nous, c'est en Ouganda et bien, ce projet s'appelle «La résilience de la communauté par le biais de l'adaptation de l'agriculture et le système de connaissances», en Ouganda et du coup, on a mis en œuvre toute une série, d'actions au niveau international et probablement les connaissez-vous déjà et nous sommes des intermédiaires. On se considère tels avec à différents niveaux d'ailleurs, hein. Et bien sûr, notre organisation, eh bien, est basée à Kampala, la capitale de l'Ouganda et aussi, on travaille dans le cadre des communautés, avec les communautés et donc, comment dirais-je? On est au centre de cela et donc on joue un rôle clé avec les communautés et dans au milieu des communautés, voilà. Alors, pour donner peut-être quelques informations sur ce que nous faisons dans le cadre de notre projet, eh bien, en fait, on regarde les systèmes de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances disponibles, et ce, à une échelle globale, à une échelle également nationale, locale. Et donc, on a un cadre juridique en place pour la promotion du changement climatique, et il y a également beaucoup d'informations utiles par rapport aux communautés comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'il faut les aider dans cette capacité de construire la résilience. Alors, bien sûr, ils ont beaucoup d'informations et parfois cela n'est pas vraiment reconnu d'ailleurs, et y compris par rapport aux espaces nationaux et globaux. Mais euh, l'idée, c'est d'adapter, en fait, cela à l'impact vers le changement climatique. Et donc, on a une collaboration très étroite, des partenariats avec ces communautés et ce, dans différents espaces, hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, faire des analyses avec eux, comprendre quels sont les acteurs dans le secteur de l'agriculture, par exemple, peuvent être importants, c'est-à-dire que qui fait quoi et comment on peut travailler avec les communautés dans différents endroits d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'aider, renforcer les capacités, surtout au niveau international et je dirais surtout au niveau des communautés, puisqu'on veut améliorer la disponibilité et l'accès, l'application de l'adaptation de l'agenda en fait qui est face à nous. Donc il faut donner des contributions à la réforme des barrières au niveau de l'inclusion des genres, par exemple. Donc, l'idée et notre rôle ici, c'est, comme on le disait, en tant qu'intermédiaire, être des médiateurs, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes au niveau national, plus les personnes locales, les acteurs locaux, et au centre, on fait évidemment, joue un rôle de médiateur de connaissances. Et cela est fondamental, comme là on le voit dans cette photo avec ces jeunes femmes qui, ou ces jeunes filles qui devraient être à l'école. Bon, et elles ne sont pas à l'école. Elles sont déjà mères et
elles travaillent déjà dans le secteur de l'agriculture pour, faire vivre leur famille, leur foyer, je dirais. Et donc elles ont besoin d'informations sur cela. Et probablement que les informations ne sont pas arrivées à elles jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Donc on doit, transmettre ces informations à ces femmes, à ces jeunes femmes, et ce dans 2 langues, parce que nous avons en fait, on est dans 3 différents contextes. On a plus de 15 langues dans notre pays et on a, 3, langues qui sont utilisées pour la transmission du savoir, des connaissances, hein. Et donc encore une fois, il faut, parler dans ces langues, dans ces différentes langues et générer du savoir, de la connaissance par rapport à cela et y compris dans un espace comme celui-ci. Il faut, avoir, voir les différentes couches au niveau de politique présentes et bien sûr, on renforce les capacités, on fait des formations, on a, la possibilité d'organiser également, des conférences, des réunions et aussi là où nous travaillons, c'est fondamental. C'est-à-dire que peut-être que, vous êtes aussi au courant de ces aspects. L'année dernière, par exemple, en tant qu'amie, eh bien, il y avait donc cette amie, cette femme qui avait, eu une action incroyable locale et qui a, travaillé dans ce cadre de l'adaptation des connaissances et cetera et donc, comment dirais-je? Elle a mis en exergue ce travail. Donc on parle ici, de tout ce qui concerne l'adaptation locale. Donc bien sûr, on peut aussi jouer un rôle de plaidoyer et d'amplificateur, n'est-ce pas? Pour créer de nos idées des politiques tangibles et ce, au niveau national et local naturellement. Alors, photo et plus donc ça c'est la photo suivante. Maintenant quelle est voilà, je passe à ma diapo. C'est ma dernière diapo d'ailleurs. Alors, il y a pas mal de défis, heu, que nous avons vécus, n'est-ce pas? En tant qu'intermédiaires et ce, en particulier à cette échelle, puisqu'on travaille avec des communautés comme celle-ci, je n'ai pas dit qu'on a aussi des partenariats avec, hein, certains acteurs locaux, des gouvernements aussi et c'est la diversité, des villes qui est très important. C'est le lieu tous les lieux peuvent être, un défi à relever parce que c'est une opportunité de documenter les populations, les partager, les connaissances, hein et aller au-delà justement des barrières linguistiques comme je le disais puisqu'il y a beaucoup de langues qui sont parlées localement. Et on ne peut pas forcément se permettre d'employer du personnel, hein, avec ces langues. En fait, nous devons créer des partenariats avec les organisations locales et cela est fondamental pour travailler avec les communautés. Mais d'ailleurs, comment dirais-je? C'est ça crée en fait ce besoin. Bon, peut-être qu'il y a un autre, défi pourrait être, les attentes qui vont bien au-delà des connaissances naturellement et je vois que je dois me dépêcher là, le temps, passe très vite, hein. Maintenant je vais parler des opportunités et alors naturellement, tout ce qui concerne la connaissance, hein, et bien doit pénétrer par le biais d'outils numériques comme, par exemple, WhatsApp et des applications donc ce sont des jeunes, hein, qui utilisent WhatsApp naturellement et donc heu mais bon, c'est encore une minorité. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait, des initiatives en cours, par des acteurs étatiques, et donc l'adaptation, la résilience, hein et voilà, il faut aussi, des acteurs non étatiques, y compris dirigés par des femmes, surtout pour les, communautés les plus vulnérables hein, et pour, voilà, profiter de ces initiatives. Et enfin, il y a beaucoup d'intérêt de la part, des acteurs locaux, pour, voilà, comprendre, enfin utiliser ces outils, comprendre mieux les communautés, utiliser nos plateformes, échanger et s'engager, je dirais, dans cette direction-là. Alors ma diapo suivante et après je vais vous redonner la parole et donc juste pour conclure, bon, je pense que ce sont
Évidemment, on a encore besoin d'intermédiaires et ce à différents niveaux. C'est très important parce que c'est ainsi que voilà, les communautés dans les groupes peuvent directement, finalement, aller de l'avant dans la connaissance, le partage de connaissances et faire avancer cette initiative. Merci beaucoup, Suzanne. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et tous ces rôles que vous jouez sur le terrain. C'est impressionnant de voir les capacités que vous avez et que tout ce dont vous pouvez, comment dirais-je, utiliser pour les populations locales, ce que vous leur donnez finalement. Donc c'est impressionnant de voir voilà, tout ce travail à différents niveaux et sur large échelle. Merci beaucoup, Suzanne. Et maintenant, je vais eh bien, céder à notre orateur suivant et on va parler de tout ce qui concerne eh bien, le projet. Euh, je vous en prie. Merci beaucoup. for inviting. Merci beaucoup, Georgina, de m'avoir invitée. Alors, mon projet parle du renforcement des capacités, donc des systèmes de vulgarisation pour les connaissances et les technologies pour soutenir tout ce qui est adaptation au niveau local pour les communautés agricoles et je me concentre sur le domaine de l'Afrique de l'Ouest. Donc, dans ce projet, ATPS est un partenaire. Je vais juste vous demander la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais parler donc du système de vulgarisation et les intermédiaires lorsqu'on parle de partage de connaissances. Donc, pour s'assurer que les organisations ont l'expérience dans le projet, ATPS est le réseau qui va vérifier, il va travailler avec le secteur privé aussi. Nous allons travailler sur la médiation des connaissances avec des médiateurs. Nous allons travailler sur tout ce qui est sciences, technologies et innovation, sur inclusion, durabilité. Donc nous sommes à Nairobi, au Kenya, et nous travaillons dans 30 pays en Afrique. Nos fonctions clés parlent de l'innovation, des connaissances, médiation des connaissances et valorisation des connaissances. Et nous faisons des partenariats avec IPAR au Sénégal et avec Wagedi qui sont basés au Nigeria sur un projet qui s'appelle Enugu. Nous travaillons avec eux. Nous travaillons aussi avec les Pays-Bas pour leur soutien pour cette initiative. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme je l'ai mentionné, le système de vulgarisation concerne la prise donc, des connaissances au niveau de la source par rapport à ceux qui utilisent ces connaissances. Et ensuite, on s'est rendu compte que quand on crée ce projet Scale, qui a pour but de renforcer les systèmes de vulgarisation, nous avons besoin des intermédiaires parce que dans un système de vulgarisation traditionnel, la connaissance est part de la recherche et ensuite elle est passée aux personnes pour qu'elles soient adoptées. Lorsqu'on Suzanne a mentionné qu'on comprend qu'il y a énormément de connaissances qui sont générées au niveau local, au niveau communautaire. Et on pense que c'est nécessaire que si les personnes locales utilisent ces connaissances pour adapter ceci sur une longue période, dans ce cas-là, il faudrait reconnaître cette connaissance et ces connaissances et voir comment on peut travailler ensemble pour créer ces connaissances et les améliorer. Et également voir comment les systèmes de vulgarisation peuvent transmettre cette même connaissance à d'autres communautés et comment elles peuvent être appliquées et comment elles peuvent être adoptées. Donc, pas seulement on ne cherche pas à générer des connaissances seules, mais voir comment on communique
Et c'est très important de voir comment on peut développer ces connaissances et comment on peut l'utiliser et comment on peut l'adapter sur le changement climatique sur une période de temps très étendue. Donc pour nous, c'est un élément clé pour transmettre ces connaissances de la recherche. Et maintenant, on crée des opportunités. Même les communautés elles-mêmes peuvent être une source de connaissances maintenant qui peuvent être transmises vers la recherche ou vers d'autres communautés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les systèmes de vulgarisation, lorsqu'on parle de ce projet Scale, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'asseoir que la voix des personnes et des gens au niveau local soit prise en considération et que on travaille sur l'adaptation et que ceci puisse durer, qu'il soit durable pour que parce que ces communautés sont source de connaissances. Ils habitent dans les communautés et ils sont sur des systèmes durables. Donc il faut voir comment on peut les faire rentrer dans ces systèmes de vulgarisation pour la dissémination des connaissances. Alors, nous sommes là, c'est pour ça que nous pensons que la voix des locaux est très importante et on crée les opportunités pour se faire entendre. Donc, quelle est notre approche pour le projet Scale? C'est-à-dire qu'on veut connecter toutes les parties prenantes, tous les acteurs, pour qu'ils rentrent dans ce système de vulgarisation. Donc, on va travailler avec les médiateurs de connaissances, avec les agriculteurs, les communautés, les ONG, pour pouvoir mettre des adaptations au niveau local. Donc actuellement, nous sommes en train d'identifier ces connaissances au niveau local dans les pays dans lesquels nous travaillons pour être capable de les rassembler, les mettre en avant et les identifier pour les transmettre pour que après les médiateurs puissent disséminer ces connaissances pour pouvoir soit les partager avec les communautés, soit pour les renvoyer à la recherche comme base. Diapo suivante. Donc il faut reconnaître que les connaissances des communautés locales est très importante. Il faut voir également que les systèmes de vulgarisation sont assez faibles, surtout lorsqu'on parle du Sénégal, parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique pour les soutenir. Donc, nous faisons un plaidoyer pour l'extension et le développement de ces politiques, mais on doit voir comment on peut soutenir un changement des politiques pour reconnaître les connaissances locales et aussi de pouvoir les faire rentrer dans le système. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont nos attentes? Le but, c'est d'intégrer les stratégies équitables et inclusives au niveau local. C'est ça vraiment nos attentes principales. Donc, c'est le système de vulgarisation pour s'assurer que les connaissances, l'information et les technologies générées fonctionnent en autonomie. Il faut disséminer ces connaissances et qu'ils soient durables et qu'ils soient développés par les personnes au niveau local. Donc, il faut le faire, mais on ne le fait pas seul, on co-crée avec eux. Diapo suivante, s'il vous plaît. En conclusion, on dit que si les communautés de petits producteurs en Afrique arrivent continuellement à s'adapter sur les impacts du changement climatique en Afrique, ça va leur permettre d'avoir des vies et des moyens de subsistance plus durables. Et ils vont pouvoir s'adapter. Et pour que ceci se passe et se mette en place, dans ce cas-là, il faut avoir un système de vulgarisation qui peut permettre de s'assurer que on atteint les communautés au niveau local, qu'on a des adaptations, mais il va falloir le réintégrer dans les pratiques. Tout ceci veut dire que les systèmes de vulgarisation vont permettre de travailler avec les producteurs, les ONG,
Et une fois que tout le monde travaille ensemble, la durabilité de la médiation des connaissances et des systèmes de vulgarisation va fonctionner. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné la possibilité d'intervenir et de parler de la méthodologie sur les systèmes de vulgarisation et des médiations de connaissances et de maintenant reconnaître les capacités au niveau local. Je vous remercie. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Votre approche de voir les systèmes de vulgarisation comme élément clé est très important, de voir que ce sont des choses qui sont des intermédiaires et qui sont importants pour l'architecture des systèmes. C'était très intéressant. Et essayer de transférer ces connaissances, pas que ça passe de la science vers le gouvernement, mais que ça vienne aussi des communautés et que ça reparte vers le gouvernement et la science. Donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, si vous nous avez rejoint un peu tard, si vous ne pouvez pas voir les diapos sur un grand écran, si vous regardez sur la plateforme Kudo, vous avez un petit icône en forme de vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et sélectionner la pleine vue. Pour terminer, ma collègue Janice, je pense qu'on vous a perdu. J'espère que vous êtes de retour. Vous êtes là, c'est parfait. Janice, vous avez la parole. Alors, je m'appelle Johannes, je suis directeur de ARIN. Donc, ARIN, c'est un centre de recherche de décideurs de politique pour les pays africains et on a un mandat qui a pour but de consolider les connaissances et les preuves avec LNA dans ce cas-ci. Donc, nous sommes un intermédiaire. C'est pour ça que nous faisons partie de cette initiative très intéressante et on essaye de regarder sur tout ce qui est métrique d'adaptation au niveau local. Donc, c'est vraiment des interventions très intéressantes et des cas très intéressants qu'on a entendus. Et la question est, qui je pense est la question très importante dans ce contexte pour le projet Lama, c'est à sur quel point les intermédiaires doivent se concentrer, parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'interventions, beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc, quand on prend le contexte de LLA, il faut essayer de voir quelles sont les choses les plus importantes sur lesquelles il faut mettre l'accent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le projet Lama, en quoi consiste-t-il? Alors, on repose sur le fait que il y a des possibilités très fortes pour des adaptations au niveau local. Mais quels sont les manques? Il y a un manque de preuves sur quelles interventions sont efficaces et voir comment on peut renforcer les leaderships au niveau local et tout ce concept d'adaptation locale. Donc, la plupart des interventions font partie des adaptations locales et elles sont implémentées, les interventions sont implémentées au niveau local, mais elles ne sont pas dirigées au niveau local. Donc, à cause de ça, il y a un manque de compréhension, d'aspiration locale, parce que la direction n'est pas faite au niveau local. Donc, il y a un cadre et des métriques qui sont vraiment propres à des communautés, et donc il faut prendre en considération les inspirations locales, et c'est pour ça qu'il faut les intégrer au niveau du leadership. Donc, LLA essaye de voir sur les priorités et de voir quelles sont les parties prenantes qui peuvent être impliquées. Et c'est parce qu'il y a un manque de preuves et de recherche au niveau local pour pouvoir identifier tout ce qui va être les bénéficiaires. Donc c'est pour ça qu'on a les interventions LLA. Donc l'initiative Lama essaye de combler ces lacunes en travaillant avec les communautés et les différents acteurs pour essayer de co-créer et mettre en place des indicateurs qui peuvent être utilisés et faire entendre les voix locales. En faisant ceci, on a pour objectif d'aligner les
voix et les aspirations locales aux priorités et de les adapter. Et ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de passion pour renforcer et mobiliser les ressources pour l'adaptation au niveau local. Mais la grande question que les investisseurs se posent au niveau privé, comment est-ce qu'on va faire et qui va soutenir ces adaptations au niveau local? Et si ils investissent, ils mettent de l'argent sur une intervention spécifique, est-ce que ces interventions vont pouvoir apporter des résultats? Et même pour les intermédiaires, c'est important parce que, encore une fois, euh, si les intermédiaires font tout ce travail, la question est, est-ce qu'elles sont efficaces dans leur fonctionnalité? Et là, ils vont dépenser beaucoup d'énergie, mais est-ce que c'est sur la bonne chose, euh, est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? Donc c'est pour ça que le travail de l'AMA est très utile pour pouvoir répondre à ces questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a fait des activités qui pourraient être très utiles pour les discussions en ce qui concerne les engagements avec les différentes parties prenantes, les différents acteurs pour comprendre comment les métriques sur l'adaptation au niveau local et essayer de définir des indicateurs et les priorités. Quelles sont les aspirations pardon, au niveau local, au niveau régional et au niveau international également. Et un des éléments clés qui ressort, c'est que LLA signifie différentes choses finalement, différentes priorités à différents niveaux. Au niveau local, il y a vraiment l'accent qui est mis sur les moyens d'existence et de subsistance. Lorsqu'on passe euh, au niveau régional ou national, LLA, LLA représente des aspirations qui sont plus liées aux communautés et au développement. Au niveau donc national, les aspirations vont être sur vraiment le développement, le PIB, etc. Et après, au niveau international, là on parle d'objectifs euh, international, donc on parle de grandes aspirations. Donc ce qu'on voit, c'est que lorsque on parle aux différents acteurs, ils peuvent partager leurs aspirations et dire quelles sont leurs définitions du LLA. Et ils disent qu'il va falloir essayer de harmoniser ces aspirations qui concernent les LLA et tout ce processus. C'est là qu'on pose la question, encore une fois, comment est-ce que les intermédiaires peuvent faire être des médiateurs parce qu'encore une fois, si on développe des indicateurs au niveau international, la question est est-ce que ces métriques ou ces indicateurs vont être appropriés pour un autre niveau et est-ce que ça va être utile pour les investisseurs? Donc c'est là la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous, les intermédiaires, on a un rôle critique à jouer pour essayer d'apporter cette harmonie, pour essayer de consolider des aspects inclusifs sur ce qui est important dans tout ce qui concerne les LLA. Bien sûr, on essaye de revoir un certain nombre d'indicateurs à certains niveaux. Bien sûr, au niveau là du Kenya, pour essayer de voir ce que les acteurs ont mis en place et ont défini en termes d'indicateurs importants. Donc là, vous voyez, il y a une incohérence dans les indicateurs qui ont été identifiés à différents niveaux. Et ça corrobore ce que je vous ai dit précédemment. Mais encore une fois, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs sont largement concentrés sur la vulnérabilité sociale, parce que ce sont les vulnérabilités qu'il va falloir résoudre. Mais encore une fois, il y a une différence entre les indicateurs qui concernent tout ce qui est investissement, économie, commerce, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de différences et un fossé entre plusieurs indicateurs, beaucoup de pays africains et beaucoup de différents acteurs.
lorsqu'on essaye de mobiliser le financement du secteur privé pour financer les LLA. Donc c'est une observation importante qui ressort de cette étude. Encore une fois, quel est le rôle des intermédiaires pour essayer vraiment d'être des médiateurs? Les investissements et les indicateurs et les résultats qui peuvent attirer les finances privées venant du secteur privé. On a bien sûr fait aussi une étude des certains cadres pour pouvoir essayer de voir des évaluations sur les LLA. Et une des choses qui est ressortie principalement, c'est que la plupart des cadres qui existent ne sont pas harmonisés et ils sont prédéterminés par des interventions ou les objectifs des organisations et pas des communautés. Donc la question, encore une fois, est euh, comment l'adaptation au niveau local entre en jeu et comment on peut influencer ces cadres. Et le rôle d'intermédiaire, encore une fois, est important pour vraiment faire entendre ces voix et renforcer ces cadres. On en a parlé avant, essayer euh, d'amener cet élément qui serait très stratégique. Ça serait intéressant de voir euh, si les intermédiaires peuvent être renforcés pour que certains cadres qui guident les initiatives ou qui guident les investissements ou qui guident le déploiement de technologies peuvent être alignés aux voix locales et aux communautés locales. Donc on a des possibilités ici en prendre en compte différents éléments. Diapo suivante. Encore quelques secondes, Johannes. Oui, oui, je pense que c'est ma dernière diapo. Donc, je voulais juste dire, on va aller sur le terrain et on va aller parler aux communautés et on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent vraiment voir en termes d'indicateurs. Et on reconnaît le besoin de vraiment rassembler les différents acteurs parce que l'AMA, c'est un projet avec lequel on travaille au Kenya, mais il y a un certain nombre de projets. Euh, Nous faisons des évaluations, nous développons des indicateurs. Donc, on veut vraiment lancer une plateforme qui va mobiliser euh, et qui va mobiliser les acteurs et qui va écouter et prendre en compte les différents contextes africains pour voir exactement ce qui se passe et comment on peut consolider certaines des perspectives pour mettre une priorité sur les éléments qui nous semblent les plus importants. Donc on va communiquer plus en ce qui concerne le lancement de cette plateforme qui va être lancée ce mois-ci. Donc j'espère qu'on pourra la partager pour vraiment mobiliser les acteurs locaux et les intermédiaires pour créer un espace commun. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci, merci Johannes. C'était vraiment un exemple très intéressant et encore une fois, euh, euh, c'est intéressant de voir comment les différents acteurs et les intermédiaires du niveau local au niveau international, comment les intermédiaires peuvent avoir un rôle de médiateur pour essayer de changer les choses. Comme vous avez dit, c'est très important pour voir comment on peut mettre ça aux différents niveaux et voir comment les investisseurs peuvent mettre ça en place. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Donc, il nous reste encore 10 minutes pour les questions-réponses. Maria, s'il vous plaît, et les panélistes, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît, pour que les gens vous voient? Alors, on a eu quelques questions. Certaines questions sont plus pour des personnes, des panélistes, certaines pour d'autres. Dites-moi si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez tout simplement répondre directement. Alors, la première, c'est Sergi. Il y avait une question dans le chat. C'était une question pour CDKN et leur rôle, s'ils offraient des renforcements de capacité dans leur processus. Guy a déjà répondu, mais Guy, il y avait une deuxième question qui était intéressante, je pense, auquel vous pouvez répondre, qui est
est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer, si vous deviez recommencer, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Donc ça, c'était une autre question pour vous. Ensuite, Masala demande pose une question pour Lama spécifiquement. Johannes, comment est-ce que votre équipe identifie les priorités des communautés? C'est une question méthodologique. Comment vous faites ça? Comment vous arrivez à identifier les priorités des communautés? Et ensuite, une autre question est posée plus générale à tout le monde sur les outils que vous utilisez de façon pratique pour pouvoir atteindre ces communautés. On commence avec ces questions. S'il y a quelqu'un qui veut répondre, dites-moi. Et ensuite, je vais continuer à regarder le chat. Si vous avez dans le public et que vous avez une question, n'hésitez pas, en français ou en anglais, n'hésitez pas à la poser et on pourra la poser à nos panélistes. Alors, qui veut intervenir en premier sur les questions que j'ai citées? Alors, je peux essayer. Alors, c'est des questions très intéressantes. Merci de les avoir posées. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Alors, vous avez entendu, il y avait beaucoup d'efforts en ce qui concerne les ressources qui a été mis en place. Je pense qu'on aurait réduit le champ d'action. Si on avait un même objectif, je pense qu'on aurait essayé de cibler plus certains domaines géographiques. Par exemple, on se serait concentré sur l'Afrique de l'Ouest avec juste une langue. On serait concentré sur le français, par exemple. Comme ça, on n'aurait pas eu à gérer ces difficultés de tout faire en deux langues. Donc, je pense on aurait essayé de faire les choses, voilà, un peu différemment et un peu plus regroupées par pays, par langue ou par zone géographique. Parce qu'on avait on avait une équipe qui était pleine de ressources. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je vais donner aux autres l'opportunité de répondre à la question. Merci beaucoup, Guy. Suzanne, Nicholas, je ne sais pas si on a encore parlé à Jonas, s'il est revenu. La question qui concernait les outils que vous utilisez. Hélas, j'ai vu que vous aviez commencé une question. N'hésitez pas à la poser si vous n'avez pas fini de la poser. Nicholas ou Suzanne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question des outils? Oui, je peux partager mon expérience en ce qui concerne les outils. Alors, en termes d'approche, on sait que en travaillant avec les communautés locales, il faut être à leur niveau pour obtenir les informations. Donc, on adopte une approche euh, multiple pour obtenir de l'information de ces communautés. On fait des interviews, des entretiens individuels ou avec des publics plus larges. Les gens appellent ça des leaders d'opinion dans chaque communauté. Donc, ils ont un peu un porte-parole. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informations concernant ce commerce ou cette communauté ou la façon dont les gens font leurs activités, dans ce cas-là, les porte-paroles peuvent nous contacter. Ça peut être des enseignants, ça peut être des producteurs ou des gens qui ont déjà travaillé dans les communautés. L'autre approche pour valider les données est pas quand vous organisez des discussions de groupe, par exemple. Vous appelez entre 8 et 15 personnes au niveau local, vous les rassemblez et vous développez comme un guide avec toutes vos propositions et votre recherche. Et là, vous leur permettez de poser des questions et de le discuter entre eux et d'offrir des solutions, des commentaires sur ce qu'ils ont fait et une réponse à certaines questions en particulier. Donc, lorsque vous avez ces discussions de groupe, ça vous permet d'obtenir vraiment le meilleur des questions, des réponses, pardon. On veut savoir quelles sont les connaissances que les personnes locales ont utilisées pour adapter à leur communauté. Donc, ça permet d'avoir des personnes très expérimentées, on les rassemble, on fait des discussions de groupe et on partage.
Donc on a eu des entretiens très importants, très intéressants avec des informations. Donc on fait des petits groupes et on valide et on dit oui, effectivement, on va adopter ceci dans les communautés et ça va avoir un certain impact. Donc voilà, donc ces connaissances peuvent maintenant être documentées et passer au système de vulgarisation en termes de transmission et disséminer ces connaissances, ou aussi peut-être de les renvoyer vers les recherches avant que se retourne vers les communautés. Mais ça permet aussi de l'amener au niveau des politiques. Si les systèmes de vulgarisation ne sont pas assez forts, dans ce cas-là, ils peuvent développer des politiques pour les communautés locales et les gens peuvent aider. Ils nous contactent sur tout ce qui est dissémination du connaissance locale. Merci beaucoup. Flexibility to stay on for a few minutes, I can assume that we might lose some of the. Alors, nous avons dépassé l'heure. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut rester? Dans ce cas, on pourra répondre aux autres questions que nous avons là dans la messagerie. Suzanne, je vous donne la parole peut-être pour répondre aux différentes questions. Peut-être 4-5 minutes de plus si c'est possible, si vous pouviez rester tous avec nous. Merci. Suzanne? Après, bien sûr, naturellement, voilà, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions dans la messagerie. Oui, merci beaucoup. Alors, beaucoup de similarités avec Nicolas, en effet. Et je pense que peut-être quelques points à ajouter quand on fait des interviews par téléphone, des entretiens, plutôt que de rencontrer les personnes en face à face, on a dû s'adapter. Et une approche pour communiquer, et c'est un défi, là encore, parce qu'au niveau des focus group, on doit discuter, et on peut arriver jusqu'à 15 personnes dans ces groupes. Et justement, ce sont des conversations qui ont lieu parfois en open space, hein. Eh bien, c'est là où les communautés convergent, en fait. C'est là où elles se retrouvent. Et parfois, il faut aussi gérer des situations différentes, et que, voilà, on peut gérer aussi tous ces aspects. Mais bon, on n'est qu'au début, là, du processus. Et en fait, nous voudrions continuer à nous adapter avec des outils digitaux, comme on disait, qu'ils peuvent utiliser. Et ce, au fur et à mesure du projet. Je pense que ça va être fondamental, hein, d'utiliser ces outils pour être plus actif, hein, et rentrer vraiment dans le sujet. Parfait. Alors, je vois une question, une pour Nicolas, une pour Johannes. Et en fait, hein, c'est intéressant, en tout cas, Suzanne, d'entendre ce que vous disiez dans le contexte du partage de connaissances. Dans le cadre de ce projet, on fait passer le tout à différents niveaux de communauté au niveau global. Et du coup, il faut connecter ces personnes, ces acteurs, et s'adapter à un écosystème, hein, différent. Comment pouvons-nous aider la propriété intellectuelle dans le cadre des communautés, et les implications du partage de connaissances, justement, de cette façon? Est-ce que vous avez des pensées ou des réflexions? Et une autre, une autre réflexion aussi pour construire des échanges, on va dire, stables. Hmm. Et pour cette, comme on le disait tout à l'heure, finalement, cette ligne de passage, hein, n'est-ce pas, au niveau de la connaissance entre les personnes, les communautés, voilà. Bon, c'est pas, là, c'est pas une question, mais c'est une réflexion. Et voilà, donc, si vous souhaitez peut-être Guy, Nicolas, Johannes, si vous avez du coup voilà, des réflexions à ce stade. Je vous en prie. Alors, bien sûr, nous allons
nous arrêter là au niveau des questions. Alors, sur la question de la propriété intellectuelle, oui, merci beaucoup. Je pense que la propriété intellectuelle, c'est très important et c'est surtout un aspect fondamental dans la connaissance. Parce que la connaissance, surtout quand on parle de connaissance de base, doit être protégée et on doit pouvoir bénéficier et protéger les personnes hein, qui produisent ces connaissances, n'est-ce pas, ces propriétaires intellectuels qui utilisent hein, tout cela et sous forme de connaissances. Donc, c'est également important dans un système d'extension qui va jouer un rôle tout à fait fondamental parce que ce système d'extension est connecté au gouvernement et aussi à la recherche. Hein, et on a vu des situations où les personnes hein, vont découvrir des méthodes d'adaptation aussi, justement. Et on peut, par exemple, des- des- découvrir des substances, des facteurs clés de la nature, de la culture dans certaines communautés, des plantes, des odeurs, des arbres, des arômes, etc. Donc bref, l'idée, c'est de travailler avec les leaders locaux pour documenter ces informations et les relier les unes aux autres. Donc, au niveau des autorités gouvernementales, c'est un rôle à jouer aussi. Et donc, ils font en fait un lien, ils créent des liens, des connexions entre les autorités de propriété intellectuelle et le fait d'aider les communautés à obtenir ces droits finalement sur la propriété intellectuelle et sur les connaissances, sur une méthode spécifique. Donc voilà, il s'agit vraiment d'engager un système avec tous les acteurs qui jouent tous ces rôles différents. Et donc voilà, le rôle, c'est cette connexion avec les gouvernements qui va les aider aussi à obtenir eh bien, ces marques, ces droits, ces opportunités. Et donc la propriété intellectuelle qui est nécessaire pour cette connaissance. Et peut-être que mes collègues souhaitent donner aussi leur réflexion. Et tout ce qui concerne aussi peut-être la question des revenus au niveau des communautés. Suzanne? Bah, Suzanne, de toute façon, vous pouvez répondre à toutes les questions là dont on vient de parler. Je pense que si la communauté veut partager, choisit de partager cette connaissance, ou en tout cas ce qui a été co-créé avec eux, mais par rapport à la propriété intellectuelle maintenant, on a vraiment considéré cet aspect-là avec un projet que nous avons et c'est fondamental hein, d'étudier les contenus de, de ces projets et la production de connaissances qui est en open source. Donc il faut expliquer finalement aussi aux communautés, aux acteurs, aux parties prenantes qu'il faut s'engager et que ceci est fondamental pour nous tous, bien sûr. Oui, et ceci est fondamental sur l'importance justement de lignes directrices sur l'éducation, les contenus, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi le thème hein, de notre réunion de la semaine prochaine. Alors, je vois que Nicolas levait la main, mais nous sommes, hélas, nous avons pratiquement terminé le temps imparti, donc peut-être que Johannes souhaite aussi s'exprimer. Alors, Nicolas, oui, le renforcement de capacité est très important aussi dans le cadre des communautés. Et ce thème de comment on peut euh, utiliser finalement tous ces produits, eh bien, il faut penser justement
processus à suivre dans le cadre des communautés par rapport aux productions, si vous voulez, qui sont produites, qui sont faites. Et donc le renforcement de capacité est fondamental aussi. Ça fait partie de de cet aspect. Oui, merci beaucoup. Alors, Johannes, une question sur les indicateurs, mais j'étais aussi intéressée euh, sur les autres points pour conclure peut-être la réunion. Oui, merci beaucoup. Donc, par rapport à la question de Guy et les indicateurs, je pense que nous avons toute une série d'informations qui sont nécessaires. Et ce que nous voyons également, c'est que le secteur privé et les acteurs sont plus intéressés dans les indicateurs qui peuvent donner des valeurs finalement liées à ces adaptations, à tous ces aspects. Et donc dans ce cas, par exemple, si vous avez un indicateur comme le nombre de foyers qui peuvent avoir accès à l'eau, à l'eau potable, par exemple, eh bien pour le secteur privé, c'est fondamental de comprendre la volonté finalement de ces personnes et combien finalement eh bien, ça va représenter au niveau des résultats globaux. Et donc, ceci est vraiment fondamental par rapport à l'intérêt du secteur privé, encore une fois. Et merci beaucoup, encore une fois, merci donc de l'invitation et merci aussi de nous donner la parole pour conclure la réunion. Je, je pense que, voilà, on a bon, une heure, évidemment, ce n'est pas exhaustif, donc nous n'avons pas pu parler de tout, mais c'est vrai que c'est fondamental de voir hein, le rôle de ces intermédiaires et combien finalement c'est fondamental de pouvoir eh bien voilà transmettre ces connaissances et puis créer des capacités qu'il faut renforcer, les politiques, hein, je dirais aussi le financement de ces aspects. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de rôles intermédiaires là à jouer. Et bon, maintenant, il faut aussi insérer dans la conversation tout ce qui concerne ce besoin, c'est-à-dire de renforcement des informations. Et d'ailleurs, on l'a vu, tout ce que disait Nicolas par rapport à l'extension en termes d'informations finalement avec les différents niveaux qui peuvent être voilà, utilisés dans les systèmes hein, eux-mêmes. Hein. Et c'est important de réfléchir à ces intermédiaires, pas que comme, comment dirais-je, modérateur, mais aussi comme possibilité de renforcer les fonctions, tout simplement. Et enfin, ce qui ressort, c'est que les intermédiaires sont un petit peu dispersés ici et là, et c'est difficile de, comment dirais-je, créer des frontières entre qui est un intermédiaire, qui ne l'est pas. Bon, je pense que on a besoin de penser à comment on peut consolider ces intermédiaires finalement avec des objectifs, hein, des résultats, des actions ciblées. Et ceci est fondamental pour voilà, avoir des résultats efficaces et réels par rapport à ces indicateurs de développement qui sont présents, comme on l'a vu dans la plateforme lancée. Et du coup, bon, ça permet aussi de renforcer, je dirais, tous ces liens. Donc voilà, merci beaucoup, je vous redonne la parole. Très bien, merci beaucoup à vous. Donc voilà, nous sommes dans le, comment dirais-je, au début d'une longue conversation, d'un long parcours, je dirais. Merci à tous d'avoir pris le temps de partager vos réflexions et tout ce que vous souhaitiez partager avec nous. Et je, en tout cas, quand on parle de connaissances, de médiation de connaissances, hein, c'est très important de, de voir les relations finalement que l'on crée tous avec les personnes hein, et dans des systèmes. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que c'est fondamental finalement de pouvoir rentrer, si vous voulez, dans cet ordre d'idées
et de mettre en exergue tous ces points fondamentaux. Bon, c'est fondamental justement pour aller de l'avant, pour élargir aussi un peu ces connexions et avoir des leçons finalement claires qui nous sont données, n'est-ce pas? Voilà, beh bien, à ce stade, je vais conclure et clôturer la réunion. Je remercie tous les orateurs, tous les participants qui ont été avec nous. Merci à tous nos sponsors aussi. Merci aussi aux interprètes et les interprètes remercient de leur côté également. Eh bien, merci à tous et à très bientôt. Et puis surtout, eh bien, restons connectés puisqu'il y aura toute une série de webinaires là au fil des semaines. À très vite et merci beaucoup. Au revoir.